Bonsoir à tous et bienvenue. Rencontre entre le chef du gouvernement et le secteur privé. Ahmed Bakayoko entend renforcer la dynamique impulsée par son prédécesseur. Il a annoncé la mise en place d'une plateforme d'échange en vue de mieux appréhender les préoccupations des acteurs du privé. Retenu par le Conseil constitutionnel pour la prochaine présidentielle, Kwadjo Konambertin dit qu'Akabe s'est prononcé sur ce verdict. Il revient sur ses priorités pour la Côte d'Ivoire et aborde la question de ses parrainages, objet de polémique. Et puis les dirigeants de la CEDEAO ont insisté hier à l'issue d'un nouveau sommet sur la crise malienne à Accra pour que la junte, désormais au pouvoir à Bamako, nomme rapidement des dirigeants civils de transition afin d'arriver à une levée possible dans quelques jours des sanctions imposées au pays par l'organisation sous-régionale. Ahmed Bakayoko, face au secteur privé ce mercredi, le chef du gouvernement a indiqué à ses hôtes qu'il entend renforcer la dynamique impulsée par son prédécesseur pour privilégier de bonnes relations avec le secteur important pour l'économie ivoirienne. Il a annoncé la mise en place d'une plateforme d'échange en vue de mieux appréhender les préoccupations des acteurs du privé. Les précisions de Salif Yalekwe et Eric Imo. Première réunion entre le chef du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, et le secteur privé, ce mercredi, à l'auditorium de la primature. À cette occasion, le Premier ministre a affiché sa ferme volonté de continuer sur la même lancée que son prédécesseur, le dialogue avec ce secteur. Si nous voulons réussir à réduire le chômage, nous devons créer un environnement qui permette la prospérité des entreprises privées. Donc on est bien conscient de cela, mais en même temps, le secteur privé sait qu'il faut que l'État aussi ait quelques ressources pour faire sa part. Nous sommes complémentaires dans cette démarche. Il faut avoir confiance en notre pays, qui a montré sa capacité à bien résister. Malgré la pandémie de la Covid, nous n'allons pas entrer en récession. Ce cadre a été une aubaine pour les acteurs du secteur privé de faire certaines doléances au chef du gouvernement ivoirien. Ce chapitre lié à la Covid-19, certains secteurs qui se relèvent à peine des mesures de restriction sanitaire n'ont toujours pas de visibilité sur la reprise effective de leurs activités. En outre, les activités au sein des entreprises ont démarré à faible régime avec de nombreux changements d'ordre organisationnel. Et elles doivent en plus faire face à de nombreuses charges sociales ainsi que aux obligations d'ordre fiscal. Sur les 250 milliards prévus pour les entreprises petites, moyennes et grandes, seulement 15 milliards ont été effectivement injectés dans l'économie 5 mois après. Le chef du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, pour mieux prendre en compte les aspirations de ses hôtes, a annoncé la mise en place d'un groupe de travail qui débutera ses travaux dès jeudi. Le secteur privé représente plus de 60% de l'investissement national et pèse 80% dans la création d'emplois. Le porte-parole du gouvernement, lui, était face à la presse ce matin. Il a fait le bilan trimestriel du programme social du gouvernement, le PS-Gouv, au 30 juin 2020. Yeli Traoré, Eric Imo. Institué en 2018, le programme social du gouvernement vise à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il se décline en 156 actions, dont 67 projets majeurs et 32 mesures d'accompagnement de l'action sociale avec un budget d'un peu plus de 1000 milliards. Ce programme a permis à ce jour de réaliser d'importants progrès. C'est pour faire le bilan de cet ambitieux projet que le porte-parole du gouvernement a répondu aux questions de la presse. Aujourd'hui, grâce au leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, des villages sont électrifiés, des voies sont ouvertes et bitumées et des écoles sont construites, des châteaux d'eau aussi, et l'espoir prend place dans les endroits où régnait depuis longtemps le désespoir. Pour le porte-parole du gouvernement, l'engagement du gouvernement à réconforter les couches démunies de la population aurait pu être remis en cause par la survenue de la maladie à coronavirus. Cet engagement affirmé du gouvernement reste infaillible face à la crise sanitaire qui a incontestablement bouleversé la marche du monde, changé les habitudes et les usages. Le gouvernement est globalement satisfait
du bilan du PS Gouv, dont le taux de réalisation, en dépit de la crise sanitaire, avoisine les 80%. Actualité oblige, le porte-parole du gouvernement a clos sa conférence de presse par un appel à l'ensemble de la classe politique et aux candidats retenus ou non par le Conseil constitutionnel à promouvoir la paix et la tolérance afin de poursuivre les actions de développement en faveur de tous. Retenu par le Conseil constitutionnel pour la prochaine présidentielle, Kwadwo Konabertin dit Kakabe s'est prononcé sur ce verdict. Il revient sur ses priorités pour la Côte d'Ivoire et aborde la question de ses parrainages, objet de polémique dans ce sujet de Salif Alekwe et Harouna Zeba. Les Ivoiriens choisiront le 31 octobre prochain parmi 4 candidats lors de la présidentielle, dont Kwadwo Konabertin dit Kakabe. 48 heures après avoir été retenu par le Conseil constitutionnel, le seul candidat indépendant de cette élection se félicite de ce premier pas franchi, une étape qu'il dédie au peuple ivoirien. Mes premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit de tous ces Ivoiriens et toutes ces Ivoiriennes qui se sont mobilisés sur l'ensemble du territoire en m'accordant leur parrainage pour rendre cette candidature possible. Je suis d'autant plus heureux que cette candidature est l'émanation du peuple de Côte d'Ivoire. 19 régions m'ont donné leur quitus. Quant à sa capacité à réunir le nombre de parrains nécessaires à la validation de cette candidature, objet de nombreuses polémiques, Kakabe dénonce un mépris. Mais c'est du mépris. Mais c'est aussi méconnaître Kakabe. J'ai été pendant 10 ans président des jeunes du PDCI-RDA. Il n'y a pas un village en Côte d'Ivoire qui ne me connaît pas, où je n'ai pas installé des comités de jeunes PDCI. Ça dure bientôt 20 ans. Tous les jeunes de mon âge se reconnaissent en moi et ils savent ce que je représente pour eux au PDCI-RDA. Je n'ai aucune difficulté. Pour l'ancien leader de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, sa candidature ne peut en aucun cas fragiliser cette formation. Bien au contraire, il s'agit d'une force à l'en croire. C'est marqué là, sur mon front. Je suis PDCI-RDA, je demeure PDCI-RDA. J'ai fait le serment au président Félix Houphouët-Boigny, lui qui a créé son parti. Dans l'histoire du PDCI-RDA, il faut savoir se souvenir. Je ne suis pas le premier candidat indépendant à l'élection présidentielle. En 2000, il y a eu une convention à Yamoussoukro qui a désigné Émile Constant Bombé par voie élective comme candidat du parti. Le président Bédié est demeuré président des candidats indépendants ainsi que Diampa. C'est même une bonne chose qu'il y ait 2 candidatures dans lesquelles se reconnaît le militant du PDCI. Ceux des Nord qui ne peuvent pas voter pour le président Bédié, eh bien, voteront pour moi. Après la tentative de 2015 où il a recueilli 3,88% des suffrages exprimés, l'ancien conseiller du président du PDCI, Henri Konan Bédié, estime que cette fois est la bonne dans son ambition d'occuper le fauteuil présidentiel. Bongouanou, chef-lieu de région du Moronou dans le centre-est du pays, connaît d'énormes difficultés qui entravent son développement. En tête, l'eau et la voirie communale. Tous les regards sont tournés vers Abidjan, qui a déjà pris des mesures provisoires pour les traiter dans la mise en service de la nouvelle unité de production de l'eau, chantier inauguré par le président de la République lors de la visite d'État qu'il a effectuée dans la région. Un reportage exclusif dans la galère des habitants de la cité des Hérons avec nos envoyés spéciaux Thiemé Dandje et Mathurin Badé. Bongouanou, chef-lieu de région du Moronou, à 193 km d'Abidjan, a fait sa grande toilette pour accueillir le chef de l'exécutif du pays. Une opportunité pour l'ancienne boucle du cacao qui voit venir des pansements à poser sur les plaies de la ville. En tête, l'eau, source de vie, un casse-tête pour les populations. Ici, au quartier Extension, le liquide vital pour la santé coule au compte-gouttes. Comme à l'accoutumée, ce riverain en fait l'amer constat. Il n'y a pas l'eau. Ils ont coupé l'eau encore. L'eau de Bongouanou même, c'est pas la peine. À quelques kilomètres de là, même réalité, même infortune au quartier du Lacro. De quoi contraindre les riverains à abréger leur sommeil pour espérer s'en procurer. Non, ici, l'eau là, c'est à partir de 23 heures, ça monte. Donc, nous, on ne dort pas.
À 2h du matin, même on dort ici. On se lève 2h du matin pour avoir, mais ce n'est pas petit à faire. Quand ça vient, c'est sale. Tu ne veux même pas boire. Tu as regardé ce que moi, 3 jours, 4 jours, avant de renverser des bois. Tout ça là, ça ne nous arrange pas aussi. Cet habitant du quartier Habitat a lui trouvé en cette fontaine de fortune son salut. À partir de 7h, 8h, il n'y a plus d'eau. Donc il faut tirer vers les 4h, 3h, 5h, 6h pour pouvoir avoir de l'eau. On paye 3 bidons à 100 francs. C'est vraiment pas facile. Perché sur un flanc de colline, le quartier Agnicro vit la même galère. On se lève à 1h, 2h, il n'y a pas l'eau. Je pense à 3h, ça vient. Si ça a trop duré 1h, 1h30, ça se coupe. Déjà frappés de plein fouet par la lancinante et récurrente question de l'eau, les populations doivent affronter une autre grosse difficulté, la route. Que Tassimètre va envoyer les enfants ici, ou bien quelque chose, ou bien quelqu'un tombe malade même souvent, pour aller chercher Tassi pour venir ici, là, c'est dur. Et il dit, viens pas. La route n'est pas bonne. Si des fois, le Tassi va nous envoyer, c'est 1000 francs par jour. Tout ça, ça ne nous arrange pas. Pour se tirer ses épines du pied, tous ont le regard tourné vers l'hôte de marque de la région, qui a bien entendu leur cri de cœur. Déjà, les fruits se font sentir. Dans des robinets naguère asséchés, coule désormais de l'eau. Et Dieu merci, grâce à l'arrivée du président, et on a un peu de l'eau dans ces 2 jours-là. C'est un peu clair. Sinon, avant, il n'y a pas l'eau. Mais ça fait des semaines qu'on n'a pas l'eau. C'est le vent seulement vient. Cette avancée fait suite à cette solution provisoire venue porter à 4000 m3 jour la capacité de desserte de la ville. Sur le chantier, le chef de l'État lui-même, il procède à la mise en service de la nouvelle unité de traitement de l'eau potable. Outre cette unité, de nouveaux investissements sont prévus. Instruit par le président de la République d'accélérer les travaux, le ministre de tutelle fait des précisions et rassure. Aujourd'hui, le président nous donne des instructions pour que des dispositions soient prises pour qu'on sécurise la région jusqu'en 2040. En la matière, nous allons réaliser un projet qui consistera à prendre de l'eau dans la Comoué et desservir de la région pour éviter de s'appuyer sur les nappes de fracture qui généralement posent d'énormes problèmes. L'investissement prévu, c'est 230 milliards. En attendant, même si le débit est par endroits faible, les habitants de la cité des Hérons savourent déjà le retour de l'eau dans leur robinet. La sécurité à nos frontières passe par la cohabitation pacifique et la cordiale entente entre les populations installées de part et d'autre. C'est pour préserver cette dynamique que la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire fait une tournée de sensibilisation et de formation de leaders communautaires. Les étapes de Doropo et Téini dans le département, dans la région du Bonkani, dans le nord-est ivoirien, avec Salif Yalekwe. On a cultivé un parcelle, les Burkinabés qui ont indiqué dans CCG. Oh, c'est nous. C'est nos anciens qui les avaient donnés. Ils sont venus rentrer demander la terre à nous. Donc nos papas nous les a donnés. Donc après ça, nous, on veut récupérer. Ils n'ont pas voulu. Voici des réalités que vivent les populations des zones frontalières du pays. La porosité des frontières, les conflits fonciers, entre autres. Des faits qui peuvent mettre en mal la sécurité et le bon voisinage entre la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers dans certains cas. La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, dans le cadre de la prévention, a initié une vaste campagne de sensibilisation et de formation à l'endroit de 72 leaders dans la région du Bonkani, à Doropo et Téini. Nous avons beaucoup insisté sur la nécessité de mettre en place un système d'alerte précoce pour informer les autorités d'éventuels dangers, également collecter et analyser ces informations-là pour la prise de décision au niveau de la Commission nationale des frontières. Pour le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, la collaboration entre les structures sœurs des autres pays, notamment le Burkina, est plus qu'une nécessité. Nous avons décidé de mettre à contribution les instituts géographiques de nos pays respectifs afin de geler déjà les conflits, les progressions, les tentatives d'annexion de territoire de l'un ou l'autre pays. Avec la mise en place de la commission mixte paritaire, nous allons quand même
arriver à mettre fin à ces conflits frontaliers de délimitation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. À cette occasion, les populations ont été également sensibilisées et outillées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le département de Kong est la prochaine étape de cette caravane. La suspension des lignes des autobus de la Sotra à Yopougon suite aux bus vandalisés lors des manifestations lundi dernier a causé de nombreux désagréments aux usagers. 48 heures après, c'est la reprise partielle de services dans cette commune au grand bonheur des populations. Le constat de Pierre Dipomelin est Tanguy Conan. Yopougon, Saint-André. Cette gare informelle est animée par des clients qui se déplaçaient habituellement en bus. La suspension des lignes des autobus de la Sotra les y oblige au grand bonheur des gérants de la gare. À longtemps, les bus sont venus prendre notre place. Pas qu'on est content parce qu'ils ne roulent pas, mais c'est d'eux-mêmes aussi qui s'y lavent. Mais nous-mêmes aussi, on est content parce qu'ils ne roulent pas, nous-mêmes ils ont pris notre terrain aussi. On est en train de récupérer nos passagers un peu. Voilà, là, l'État même va se souvenir un peu de nous. C'est comme ça. Thielou doit se rendre à Marcory. Elle peine à trouver un véhicule. Les tarifs sont à la hausse. Je vais présentement à Marcory faire une course. Mais il se trouve qu'il n'y a pas de bus. Je pense qu'on ne fait qu'à nous-mêmes. On fait du mal à nous-mêmes. Quand on apprend à nos enfants d'arrêter de détruire les biens publics, nous tous on en souffre, non? Moi je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que ça me donne le droit de brûler un bien public? Nous voici en train de prendre le baka. 700, il me dit 800. J'ai fait quoi? La société de transport abidjanais a heureusement repris le travail dans la commune de Yopougon seulement 48 heures après la note de suspension. Mais l'entreprise reste prudente. Les zones redoutées pour la casse des bus telles que Sidissi, Niangon sont toujours privées des services de la Sotra. La desserte se limite à quelques terminus. Saint-André, les sapeurs-pompiers, Bel-Air et le CHU. Alors, l'arrêt que la situation a occasionné, franchement, nous a mis très mal à l'aise. À tel enseigne qu'on ne peut pas relier nos points d'habitation au lieu de travail. C'est quand même difficile. Alors aujourd'hui, je constate que les bus sont repris, d'où ma satisfaction. Les bateaux-bus ont eux aussi repris la navigation. Faire le trajet Yopougon-Port-Boueux les matins, franchement, c'est un véritable soulagement pour moi, la reprise des bateaux-bus. Parce que hier, ça n'a pas été facile. Vraiment, c'est pas côté finance, et puis la fatigue, tout ça. Habituellement, avec la Sotra, je suis à 700 francs pour arriver à Port-Boueux. C'est-à-dire que je prends le 771 depuis chez moi, à Vridi, 200, et puis j'arrive au service. Maintenant, hier, j'ai dû dépenser 1200 par là pour arriver au boulot. Les autobus de la Sotra paient les frais de la colère des manifestants depuis plusieurs décennies. La crise post-électorale avait même réduit drastiquement son parc auto. Les dirigeants de la CEDEAO ont insisté hier à l'issue d'un nouveau sommet sur la crise malienne à Accra pour que la junte, désormais au pouvoir à Bamako, nomme rapidement des dirigeants civils de transition afin d'arriver à une levée possible dans quelques jours des sanctions imposées au pays. Les précisions de Yéli Traoré. Réclamant depuis le coup d'État un retour rapide à l'ordre constitutionnel, la CEDEAO avait donné au nouveau maître de Bamako jusqu'à mardi pour désigner un président et un premier ministre de transition qui dirigerait le pays jusqu'à un retour définitif des civils. Ces dirigeants temporaires doivent eux-mêmes être des civils, selon l'organe communautaire, alors que le Mali se divise profondément sur cette question et beaucoup d'autres. Les militaires, qui ont fait le déplacement de Bédoise, derrière le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, n'ont rendu public aucun nom de président ou de premier ministre à l'expiration de l'ultimatum. Un président civil, un premier ministre civil. Ça a été toujours la position de la CEDEAO. On a répété, on a réaffirmé cette position. Il doit y avoir un gouvernement en place à Bamako qui pourra faire face aux grands défis qui sont devant le peuple malien et la nation malienne. Et dès que c'est possible, et ça c'est tranché, on va voir le début de la normalisation de la situation. La CEDEAO renverra un médiateur à Bamako la semaine prochaine et le président ghanéen a émis l'espoir que la junte aura accédé d'ici là aux exigences de la CEDEAO lui permettant de lever les sanctions. On est très conscient des difficultés que les sanctions de la CEDEAO
pèse pour le peuple malien. Mais on voudrait aussitôt que possible avoir l'occasion d'enlever ces sanctions. Et si, dès que ce qui a été convenu, le plus important, est que dès que la transition se met en place, les sanctions seront élevées. Les responsables de la junte se sont rendus au Ghana avec une charte de la transition détaillant l'organisation de cette période. Ce document crucial prévoit une transition de 18 mois. Le président qui la conduirait serait un civil ou un militaire, mais il serait nommé par un collège installé par les militaires. Le Premier ministre serait nommé par le président de la transition. Le président serait flanqué d'un vice-président chargé des questions de défense et de sécurité, un poste volontiers considéré comme taillé sur mesure pour le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.